Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes de débats, de chroniques et de reportages. Vous le savez, pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 4 mars qui restera dans l'histoire comme le jour où les parlementaires ont voté massivement pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. 780 sur 852 votants qui ont fait de la France le premier pays au monde à protéger dans sa loi fondamentale le droit des femmes à disposer de leur corps. Les images fortes et les leçons politiques de cette journée à découvrir dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette question: CNews est-elle trop à droite pour le Conseil d'État? Saisi par Reporters sans frontières, la plus haute juridiction administrative oblige le gendarme de l'audiovisuel à faire respecter le pluralisme dans les médias. Temps de parole des chroniqueurs et des animateurs, y compris le président de RSF, se défend de toute visée politique contre la chaîne de Vincent Bolloré. Tous ceux qui prétendraient que tout ça est politique parce qu'on n'aimerait pas telle ou telle ligne éditoriale, évidemment pas. Nous, on est défenseurs de la liberté, on est défenseurs de la pluralité de voix. C'est pas une affaire de ligne éditoriale, de préférence pour telle ligne par rapport à telle ligne. C'est une affaire de mettre en œuvre des principes et ça vaut pour tout le monde. Comment faire appliquer une telle décision sans imposer une police de la pensée? On en débat dans 45 minutes. Mais d'abord, les deux chambres réunies en congrès à Versailles pour modifier notre Constitution. Une première depuis 2008, Fabien Ricker. Dans le décor solennel du château de Versailles, de longs applaudissements à l'issue d'un vote historique pour inscrire le droit de recourir à l'IVG dans la Constitution. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. La France devient le premier pays au monde qui sanctuarise ainsi le droit à l'avortement. Aujourd'hui, c'est une étape fondamentale que nous pouvons franchir. Une étape qui restera dans l'histoire. Nous adressons surtout un message à toutes les femmes. Votre corps vous appartient et personne n'a le droit d'en disposer à votre place. Une réforme, aboutissement d'un long parcours législatif, mais surtout de décennies de combats féministes, comme l'ont rappelé plusieurs parlementaires à la tribune, en particulier dans les rangs de la gauche. Cette victoire, nous la volons comme un hommage à celles qui ont tracé le chemin. De Madeleine Pelletier, infatigable militante pour les droits absolus des femmes à disposer de leur corps dès 1911, à Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Simone Veil, aux militantes du MLAC de choisir ou encore aux 343 qui demandaient il y a 50 ans déjà le libre accès à l'avortement. En France encore, depuis 1975, les anti-IVG n'ont jamais renoncé. Ils n'ont jamais cessé la guérilla. Alors aujourd'hui, nous leur disons, c'est fini, arrêtez de vous agiter. Les Français ont choisi. Quelques réticences s'expriment à droite, d'abord hostiles à la formulation retenue dans le texte qui parle de liberté garantie de la femme à recourir à l'IVG. Mais contrairement au RN, les Républicains ne remettent plus en cause l'utilité de protéger définitivement ce droit. Sans parler des États-Unis, autour de nous, au sein même de l'Union européenne, il y a la restriction du droit à l'avortement en Pologne, en Hongrie. Ces menaces ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et même si ce risque est lointain, nous acceptons de le voir en face. À l'issue de la séance, la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, cheville ouvrière du vote au Sénat, exprime sa fierté. Tout le monde disait que c'était impossible. Et pourtant, nous l'avons fait. Et nous l'avons fait pourquoi? Nous l'avons fait grâce aux parlementaires féministes engagés, mais d'abord et avant tout, grâce aux féministes, grâce aux militantes féministes, grâce aux femmes de ce pays qui ont poussé les parlementaires. Des militantes et des militants rassemblés cet après-midi place du Trocadéro à Paris pour suivre en direct un vote qui restera dans l'histoire. IVG quand la France écrit l'histoire. On revient sur les images fortes de cette journée et son sens politique avec Anne-Charlène Bézina. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public. Benjamin Morel, il nous fallait bien deux constitutionnalistes dans une journée pareille. C'est pas tous les jours qu'on révise la Constitution. Voilà, on est bien d'accord. C'est un peu notre fête, c'est notre Noël à nous. On va dire ça comme ça. Vous êtes maître de conférences en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas et auteur de ce livre La France en miettes, régionalisme. L'autre séparatisme, c'est aux éditions du Cerf. Jean Garrigue, bonsoir.
bonsoir, bienvenue. Tout seul historien. Tout va bien se passer, Jean. C'est un événement historique. Mais de quel talent, évidemment. Vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et vous publiez Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble chez Payot. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, bonsoir. Mathieu, allez, une question assez générale pour commencer. Que vous inspire cette journée historique, Anne-Charlotte Bézina? Quelle image vous retenez? Ou quel sens politique? Peut-être le nom, le parlementaire, que j'ai trouvé historique, lui aussi. Oui. Et puis, cette solennité, Versailles, le Congrès, républicain pour le coup, Versailles. Ça n'est pas dans son symbole monarchie, mais voilà. Même si on peut se dire qu'on a toujours cette fascination pour la monarchie, on est comme... C'est vrai, peut-être qu'on aime Versailles. On pourrait faire ça ailleurs qu'à Versailles. Voilà, mais c'est là que l'Assemblée est devenue nationale, Jean, voilà, le confirme, on est dans les jours heureux aujourd'hui. C'est là qu'on élisait les présidents de la 3e, de la 4e. Donc on est dans une cohérence historique. Complètement. L'hémicycle, il a été construit pour justement cette élection du président de la République. Donc on échappe vraiment à l'histoire monarchique, on est dans de la République. Benjamin Morel, vous étiez à Versailles? Oui, j'étais à Versailles. Pour assister à ce congrès historique. Un mot de l'ambiance, pardon de ne pas faire tout de suite appel à votre expertise de constitutionnaliste, mais c'était quoi? La solennité, l'émotion, qu'est-ce que vous retenez? Les deux, un peu. Oui. Alors, je parle sous le contrôle de Jean, mais on n'applaudit pas dans les tribunes. Et depuis la Révolution, on n'applaudit pas dans les tribunes. Et pour vous dire un petit peu les coulisses, on était donc en tribune, à côté des bancs du gouvernement, et quelques-uns ont applaudi. Au début, on a été repris par les huissiers en mode « on n'applaudit pas dans les tribunes ». Vous savez, depuis la Révolution, on n'applaudit pas dans les tribunes. Au bout d'un quart d'heure, le même huissier est venu nous dire « en fait, vous pouvez applaudir ». C'est-à-dire que là, tout d'un coup, les vieux codes ont cédé. C'est-à-dire que ce moment, là-dessus, était également historique, parce que le consensus qui s'est construit a fait qu'au fond, eh bien, cette manifestation de neutralité des tribunes, on est même passé outre. Donc oui, c'est un moment historique, c'est un moment qui a saisi au cœur une grande partie des parlementaires. Et en ça, c'est une révision constitutionnelle parmi d'autres d'un point de vue formel, mais sur le fond, c'est peut-être un peu plus que ça. Alors on le dit depuis plusieurs jours, la France pionnière, Anne-Charlotte Bézina, est-ce qu'elle l'est vraiment? Il n'y a aucune constitution qui ne garantit l'IVG aussi explicitement que la nôtre depuis ce soir. Oui, on l'est vraiment. C'est une première inscription constitutionnelle, on va dire nommément, qui existe aujourd'hui. Alors il y a eu un épisode constitutionnel intéressant en Irlande, où justement l'Irlande était pendant très longtemps conservatrice et avait dans son acte constitutionnel une interdiction pénale qui a été réformée pour permettre justement de légaliser l'avortement. Donc c'était une forme, en tout cas, d'autorisation constitutionnelle, mais pas d'inscription. Donc là, je crois que justement, c'est un peu le rôle en tout cas, ce qui est escompté du rôle de la France, c'est-à-dire d'avoir un rayonnement international à ce niveau-là. On aura vendredi les droits de la femme et cette cérémonie du scellement qui viendront un petit peu, justement, je pense, acter de cette dimension internationale aussi. Comme on l'a dit, réforme constitutionnelle, effet juridique, ça reste limité, mais la force du symbole est présente et l'idée, c'est qu'elle rayonne. Et puis Benjamin Morel, c'est aussi, puisqu'on est dans les images historiques de cette journée, la première fois qu'une femme préside un congrès à Versailles. C'est évidemment, il y a tous les symboles associés, mais c'était important. Oui, l'effectivité de cette réforme, ce qu'elle changera sur le réel, on verra. On verra probablement on en parlera 10 ans, un peu plus tard, quand la jurisprudence sera stable, etc. Pour l'instant, c'est pas clair. Néanmoins, le symbole est très très fort. Et je crois qu'il est plus important aujourd'hui, eu égard à l'étranger, qu'eu égard à la France. Évidemment, c'est important parce que là, on acte quelque chose, la fin, en tout cas, une étape, parce que ce n'est pas la fin, d'un combat féministe sur ce sujet de l'IVG. Néanmoins, au vu de la régression aujourd'hui de ce droit partout dans le monde, un congrès présidé par une femme qui constitutionnalise l'IVG, c'est évidemment un signal fondamental, c'est évidemment un signal très fort. Donc ne serait-ce que sur la forme, en effet, c'est quelque chose de marquant. Jean Garrigue, le congrès, les deux chambres réunies à Versailles, alors au-delà de la thématique de l'avortement dans la Constitution, qu'on va évidemment développer en détail, il faut rappeler quoi, que c'est une pratique rare dans notre histoire, relativement rare. Alors, sous la Ve République, je crois qu'il y a eu 16 réunions comme ça du Congrès pour des révisions constitutionnelles et 4 pour des interventions des présidents de la République. Depuis 2008, Nicolas Sarkozy, François Hollande et 2 fois Emmanuel Macron. C'est donc un événement relativement exceptionnel. Mais ce qui est encore plus exceptionnel, à mes yeux d'historien, c'est au-delà même de la question, de la problématique de l'IVG. Et en effet, je pense que si vous interrogez les féministes, celles qui ont combattu, j'ai l'impression que l'essentiel pour elles n'est pas tant de combattre les réticences qui ont
qui pourrait exister en France, mais de donner un message au monde entier. Et c'est ça qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est que, au fond, depuis 1848, quand la France, pour la première fois, a inventé le suffrage universel masculin dans une grande démocratie, finalement, la France n'avait jamais été pionnière comme ça. On a suivi... Sur les grandes réformes sociales. Sur les grandes réformes sociales, on a suivi l'Allemagne ou l'Angleterre. Pour le vote des femmes, on était bien en retard sur la plupart des grandes démocraties. Il y a eu le welfare state, l'État-providence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais on n'était pas les seuls. Et là, on se retrouve avec cette constitutionnalisation en avant-garde. Alors, est-ce que ça sera suivi par d'autres pays? Je l'ignore. Est-ce que ça aura des conséquences réelles sur la pratique de l'IVG en France? On le verra. Mais en tout cas, il y a cette image-là. Et cette image-là est très importante parce que la France, c'est une exception d'histoire. C'est l'exception de ce qu'on appelait sur la Révolution la grande nation. Une nation dont la mission historique, en quelque sorte, est d'éclairer les autres. On a un peu perdu cette dimension-là. On a une puissance moyenne. Bon. Mais là, il y a quelque chose quand même qui fait de nous un pays pionnier. C'est assez intéressant. Et c'est suffisamment rare, effectivement, et c'est suffisamment pour qu'on s'en félicite ce soir. Mathieu. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les mentalités, enfin la société en général, évoluent, comment de l'eau coule sous les ponts. Il y a comment des débats qui étaient extrêmement clivants, qui divisaient profondément les Français. Je pense à deux combats, en fait, celui de l'IVG et puis celui de l'abolition de la peine de mort. Vous me direz, ça n'a aucun rapport, sauf que les deux ont été mis dans la Constitution. La dernière fois, c'était la peine de mort à la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac. Et que ces débats qui étaient très clivants, avec des vrais anti, des vrais pros, et qui donnaient lieu à des empoignades virulentes, même au Parlement, soit complètement rentré, vous prenez les deux sujets, complètement rentré dans les mentalités, dans la société, au point de les y faire figurer dans notre texte sacré qu'est la Constitution. Je trouve que c'est plutôt un signe positif, un peu d'espoir dans des temps qui sont parfois un peu sombres avec cette actualité. Au fond, c'est la demande sociale. Beaucoup de sénateurs l'ont dit, c'est LR qui, en un an, ont quand même basculé, ont totalement tourné Kazakh. C'est la demande sociale, quelque part, la demande des femmes qui s'est imposée, plus la lutte des militants, des féministes, etc., plus l'opportunité politique pour Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Mais il y a une demande sociale, là, si vous voulez, qui a pressé le politique, qui a été au devant du politique, et on a comme ça s'était un peu produit... alors, pas pour l'abolition de la peine de mort, puisque la société y était hostile, mais pour l'IVG en 1974. Alors c'est peut-être un peu pompeux, mais est-ce que c'est l'une de ces journées où la France fait nation? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, on a et dit beaucoup de choses autour de ce terme de faire nation, donc je ne sais pas si ça a encore un sens véritablement rien dire, propre. Pas la vôtre, mais beaucoup de son utilisation dans le débat public. Néanmoins, je comprends totalement ce à quoi vous faites référence. Oui, moi je crois vraiment que ce à quoi on voit qu'on a fait nation aujourd'hui, c'est justement ce nombre de votants, c'est-à-dire qu'on n'a plus de couleur politique. C'est intéressant de savoir que quand on s'installe au Congrès, on est par ordre alphabétique. Et on le sait ici, on nous en a fait l'aveu sur ce plateau même, qu'il y aurait peut-être des changements de vote entre le vote qu'on a eu ici et le vote qu'il y avait au Congrès. Les chiffres le prouvent, parce qu'au Congrès, on se sent plus individuel, plus libre, on n'est pas dans le même vote. Donc oui, aujourd'hui, on a mis de côté les couleurs politiques. C'est un peu le rôle du Congrès aussi. Je me rappelle d'un Congrès très marquant, qui est celui de 2015, post-attentat, où on a chanté cette Marseillaise, qui était vraiment glaçante et à la fois un moment d'unité. Donc le Congrès ici a réussi à faire l'unité nationale. Politiquement, on l'a dit, c'est du pain béni, puisque justement, c'est un sujet où on arrive enfin à faire consensus. Ça fait plaisir. Les leçons politiques, on va les détailler un peu après, mais votre avis, Benjamin Morel? Faire nation, en effet, c'est une notion qui est une notion compliquée. C'est d'abord un sentiment d'empathie, c'est-à-dire ce qui arrive à l'autre m'arrive également à moi, parce que c'est un compatriote. C'est également, historiquement, un adversaire commun, un ennemi commun. C'est comme ça qu'on construit une nation. Et de l'autre côté, c'est également des valeurs communes, ce qui ne fait pas question entre nous. Et là, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette question-là, de l'IVG, elle fait question aux États-Unis. Elle fait question en Pologne, elle fait question en Hongrie, elle fait question dans beaucoup de pays européens, elle fait question en Italie, évidemment, avec Meloni. Visiblement, elle ne fait plus question en France. Et donc, ce faisant, elle fait partie de notre corpus commun de valeurs, ce qui fait que derrière, on se retrouve et que peut-être, également, on se distingue
par rapport à un Italien, par rapport à un Américain, eh bien, c'est quelque chose que nous portons en commun. Donc oui, ça participe à faire nation. Ce 4 mars, il a quand même aussi permis de faire passer quelques messages politiques, comme quand la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, vise les populistes. On l'écoute. Les droits des femmes ne sont-ils pas les premiers à être menacés lorsque le populisme ou l'autoritarisme s'emparent du pouvoir, ou que les partisans de l'obscurantisme prétendent nous imposer un ordre moral toujours rétrograde? Alors que le monde est secoué de tant de crises, notre pays s'attache à renforcer la garantie des droits. La France serait-elle à contre-courant? Non, elle est à l'avant-garde, elle est à sa place, c'est là sa mission et elle est attendue. On n'a pas beaucoup entendu les députés ou les sénateurs RN aujourd'hui, Jean Garrigue. Est-ce que c'est une séquence embarrassante pour eux? Ou pas? Si, c'est forcément embarrassant parce que le calcul, la stratégie politique du Rassemblement national, comme d'ailleurs de tous les partis protestataires et populistes d'ailleurs de toutes les époques, c'est quand même de jouer sur l'échec d'un système, sur l'échec justement de cette unité nationale, de cette capacité à faire l'unité. Donc c'est forcément un échec, au-delà même des critiques qu'ils peuvent formuler sur l'usage de l'IVG. Et il faut quand même avoir à l'esprit qu'on est à quelques mois d'élections européennes, dans lesquelles vous avez deux grands groupes européens qui sont des groupes entre conservatisme fort et extrême droite. Enfin, là où siège le Rassemblement national ou le parti de Mme Meloni ou de Salvini. Et là, vous allez avoir a priori un renforcement de de ce tempérament politique qui n'est pas forcément très favorable à ce qui vient de se passer aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une dimension très politique dans ce qui vient de se passer et qu'incontestablement, je ne sais pas si ça aura des conséquences politiques majeures, je ne le pense pas, mais en tout cas c'est plutôt une journée négative pour le Rassemblement national. Alors, si on se penche sur ces conséquences politiques, Mathieu, vous êtes intéressé aux conséquences de vote pour la droite? Oui, car les votes successifs ont été, les votes successifs à l'Assemblée, puis au Sénat, puis celui d'aujourd'hui, ont été marqués par une grande évolution, voire une petite révolution. À l'Assemblée comme au Sénat, la droite a majoritairement approuvé la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Au Palais du Luxembourg, et donc ici, seules 50 voix se sont opposées au texte. Pourquoi c'est surprenant? C'est une forme de camouflet pour les patrons de la majorité de droite sénatoriale, au premier rang desquels Gérard Larcher, président du Sénat, Bruno Retailleau, président du groupe LR, et puis Hervé Marseille, président du groupe Centriste. Tous les trois, c'est un peu les boss du Sénat. Eh bien, il s'était prononcé contre le texte. Une loi qu'il jugeait au mieux inutile parce que personne dans la classe politique ne menaçait l'avortement, le droit à l'avortement, pardon, c'est un argument qu'on a entendu. Et puis au pire, parce qu'il jugeait ça dangereux au prétexte que, selon eux, la Constitution n'avait pas vocation à devenir ce fameux catalogue de droits sociaux et sociétaux, selon les mots du président Larcher, une formule qui lui a d'ailleurs été pas mal reprochée. Même les manœuvres dilatoires d'amendements de dernière minute qu'ont tenté de faire les sénateurs, ça c'était la semaine dernière, ont fait chou blanc. Alors dans un sursaut de prudence, les patrons de la majorité avaient laissé la liberté de vote à leurs membres, ce qui leur a permis de ne pas être officiellement désavoués, mais d'une certaine façon, le mal est fait. Ouais, comment vous l'expliquez? Eh bien, on va regarder dans l'autre assemblée, en réunion de groupe avant le vote à l'Assemblée nationale cette fois-ci, Éric Ciotti, le patron des députés LR, s'était montré, lui, beaucoup plus stratège. Il avait dit « Évitons, à la sortie du débat, de nous retrouver dans le camp des ringards anti-IVG ». Et beaucoup de gens y faisaient allusion, beaucoup de sénateurs en ont tiré d'une certaine façon les mêmes conclusions, certains expliquant qu'ils avaient été convaincus par leurs proches, par leur entourage. Pour le trio Larcher, Retailleau, Marseille, en tout cas, ça tombe mal parce qu'après leur faux joie sur la loi immigration, les voilà de nouveau dépassés. Et alors, est-ce que c'est un signe d'évolution de la droite sur ces sujets? Je le disais tout à l'heure, c'est d'abord le signe que la société a évolué. Oui. La mesure était massivement approuvée par les Français dans les sondages. Et ça montre que la droite, qui avait jusque-là toujours eu une forme de train de retard sur les grandes réformes sociétales, vous savez, en bataillant contre les textes quand ils étaient votés, je pense au Pacs, je pense au mariage pour tous, même à l'IVG,
l'IVG d'une certaine manière, qui avait été adoptée grâce aux voix de gauche. Et cette droite qui, en arrivant au pouvoir, s'était toujours refusée à les abroger ou à revenir dessus, eh ben, elle a, semble-t-il, tiré les leçons du passé. La droite des élus, d'une certaine façon, s'est mise au diapason des Français. Et elle est aussi sans doute moins conservatrice qu'on ne pouvait l'imaginer, même si, à sa tête, certains chefs de file traînent encore des pieds. Et à mes yeux, ces votes résonnent pourtant comme un avertissement pour eux, pour LR, qui ferait bien de les méditer, en particulier à l'approche d'un scrutin européen pour lesquels ils ont désigné François-Xavier Bellamy, donc un candidat connu pour ses positions conservatrices, voire ultra-conservatrices. En 2019, il avait eu du souci, François-Xavier Bellamy, quand on l'avait interrogé sur l'IVG, justement. Il avait dit que lui, il y était opposé sur un plan personnel, pas sur un plan politique. Mais voilà. Et puis, deuxième avertissement, à mon avis, qui va venir aussi rapidement, sur le débat qui s'annonce sur le droit à mourir dans la dignité, où là encore, on voit que c'est une mesure qui fait l'objet d'un très large soutien auprès des Français et pas forcément chez les grands barons de la droite. Ouais. Merci Mathieu. Votre avis à tous les deux là-dessus, peut-être je commence avec vous, Benjamin Morel, sur alors le côté, la peur d'être un cas, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, mais est-ce qu'on peut tirer des leçons à plus moyen terme ou long terme sur ce que disait Mathieu, une forme de fragilisation des barons de la droite et du centre ici au Sénat? Alors, est-ce que vous n'allez pas jusque-là? Non, je n'irai pas jusque-là, au Sénat en tout cas. C'est-à-dire que je ne vois pas le trio qui a été évoqué fragilisé fondamentalement dans la tenue des groupes politiques, etc. En revanche, je souscris totalement à l'analyse électorale. Mais que quand même, il faut contextualiser dans la perspective d'une élection européenne. Vous avez moins de la population qui vote. Et où vote, en règle générale, un électorat relativement conservateur, relativement aisé, relativement âgé. C'est cet électorat-là qui va voter LR. Et cet électorat n'est pas tout à fait au diapason de l'électorat général. Et donc, si vous considérez que cette élection va se faire avec une abstention gigantesque, vous visez le cœur de cible de votre électorat, vous essayez de le surmobiliser et surtout de ne pas heurter ses valeurs. Et donc, dans cette vision-là, une stratégie conservatrice classique s'entend. Si vous essayez d'élargir votre électorat, eh bien à ce moment-là, elle ne s'entend plus beaucoup. Le problème de LR aujourd'hui, c'est que le château est assiégé et que donc il s'agit de bétonner ce que LR a déjà, d'où une stratégie un peu obsidionale, mais une stratégie qui, à terme, ne permet pas vraiment de gagner. Alors, il y a la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mélanie Vogel, sénatrice des Françaises et des Français de l'étranger, qui racontait lors de son discours comment, il y a un an, tout le monde l'avait dissuadé parce que, de toute façon, c'était impossible au Sénat. On écoute un extrait de la prise de parole de Mélanie Vogel au Congrès à Versailles tout à l'heure. Il y a 1 an et demi, quand j'ai proposé à mes collègues au Sénat de mettre aux voix une proposition de loi transpartisane pour introduire le droit à l'IVG dans la Constitution, beaucoup m'ont dit « Oui, mais tu sais, n'est-ce pas, que c'est impossible. Jamais, jamais le Sénat ne votera pour introduire le droit à l'IVG dans la Constitution. » La semaine dernière encore, beaucoup pensaient que ce congrès était inaccessible, que le conservatisme serait plus fort. Et pourtant, nous sommes là. Et c'est une magnifique leçon que nous nous donnons à nous-mêmes, nous, les féministes. Nous sommes si fortes. Et si on ne lâche rien, à la fin, on gagne. Anne-Charline Bézima, en 2017, il y avait une proposition, on va dire, similaire d'un sénateur communiste qui n'avait même pas donné lieu à un vote au Sénat. Qu'est-ce qui a profondément changé? On l'a un peu dit les uns et les autres, mais c'est d'abord nous, c'est d'abord la société française qui a changé. Comment vous l'analysez? Il y a eu en effet pas si longtemps, il y a eu un moment d'électrochoc autour de la décision de revirement de la Cour suprême des États-Unis qui a, à mon sens, juridiquement, politiquement, socialement impacté les Françaises et qui a donné en fait ce consensus transpartisan. Il faut le savoir, en fait, au départ, c'est des propositions de loi, justement, comme ça a été rappelé, constitutionnelles, qui sont venues de presque tous les bords en fait politiques en même temps. 8 propositions de loi constitutionnelles en quelques mois. Donc oui, une évolution des mentalités par rapport à ça, par rapport à cette on va dire actualité du risque. Et puis, je pense aussi l'idée que, on l'a dit, le groupe Les Républicains revient ici un petit peu de sa période de vent en poupe, puisqu'on a beaucoup parlé de droitisation de l'opinion sur les questions de sécurité, sur les questions d'austérité budgétaire, etc. On a eu le sentiment qu'on allait gouverner complètement à droite. On a parlé du virement, du virage à droite de Gabriel Attal. Et pourtant, sur les questions sociétales, on le voit bien, finalement,
conservatisme dont on a taxé le Sénat, etc., eh bien, n'est pas complètement dans le son de cloche, à mon avis, des Français. Et au fond, aujourd'hui, on a vécu un petit moment de en même temps, puisque, justement, Emmanuel Macron a pu incarner sa jambe de gauche en proposant une réforme sociétale qui ne soit pas à l'avantage du groupe des LR, ou en tout cas, ça n'est pas au groupe LR qu'on a pensé intuitivement pour les alliances aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça prouve que sur les questions sociétales, il y a quelque chose sur lequel il faudra quand même repenser l'électorat des LR, mais je rejoins complètement ce qui a été dit sur les élections européennes. On n'est pas du tout sur déjà le même cœur de cible, et surtout, en fait, on va se poser la question de plus ou moins d'Europe, ce qui n'a absolument rien à voir en fait avec cette question des droits fondamentaux. Alors, on parlait d'un moment de concorde nationale, en quelque sorte, ça ne va pas jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Voilà ce qu'il a tweeté à propos du Premier ministre, je le cite, Attal, minable petit, invisibilise le rôle des Insoumis et de la présidente Mathilde Panot dans la décision d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que Mathilde Panot, après la décision de la Cour suprême aux États-Unis, avait été la première à vouloir remettre sur le tapis la question de la constitutionnalisation de l'IVG. Pour autant, je ne pense pas me tromper, Jean Garrigue, en disant que Gabriel Attal n'a cité aucune, alors il aurait pu en citer plusieurs, mais il n'a cité aucune des femmes qui étaient à l'origine de cette constitutionnalisation. Voilà, parce qu'à partir de ce moment-là, il fallait citer aussi Mélanie Vogel, par exemple, ou Laurence Rossignol, qui ont joué un rôle moteur aussi. Également. Ou Aurore Berger, dans son camp. Non, stratégie de conflictualité systématique dans laquelle s'enferme Jean-Luc Mélenchon, avec effet à ses yeux de cranter, de cristalliser le réflexe de forteresse assiégée de son électorat. Je pense que, en l'occurrence, dans une journée de ce type, avec ce climat d'unité, non pas d'unanimité, mais d'unité qui prévalait, c'est un mauvais calcul. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a un contraste entre la joie affichée par ces lieutenants, par Mathilde Panot et les autres, et puis cette espèce de manifestation comme ça, de mauvaise humeur, bougonne. Et puis, quelque chose, alors moi qui me touche, parce que je suis attaché, peut-être à tort, au respect de nos institutions, on ne traite pas un Premier ministre de petit minable. Enfin, il me semble que ça ne doit pas faire partie du vocabulaire d'un républicain, d'un démocrate, de quelqu'un qui d'ailleurs entend incarner la République, comme c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a dans cette conflictualité quelque chose quand même qui est étonnant et qui traduit une sorte de fuite en avant qui, à mon sens, le décale de plus en plus, et même le décale de son propre camp, en fait. Benjamin Morel, peut-être on va sortir de la conflictualité recherchée par LFI et Jean-Luc Mélenchon pour parler d'une autre conflictualité, il est dur à dire ce mot, qui aurait pu survenir si le président de la République avait choisi la voie référendaire. Pourquoi, c'est assez évident, mais on peut le rappeler en quelques mots, pourquoi choisit-il de passer par le Congrès à Versailles? Pour ne pas donner une tribune aux anti-IVG, c'est aussi simple que ça et important que ça. Oui, et à l'origine, parce que, évidemment, tout ce qui est excessif est insignifiant, et Jean-Luc Mélenchon, là-dessus, est totalement excessif. Néanmoins, il faut se souvenir un peu de l'histoire de ce projet. À l'origine, il y a une proposition de loi à la FI. Oui. Il y a une proposition de loi Panot qui est adoptée ici, modifiée, avec un Sénat qui la vote en considérant que, probablement, comme c'est une proposition de loi, c'est nécessairement un référendum. Il n'y a pas de congrès pour une proposition de loi. Et comme elle vient de la France insoumise, Emmanuel Macron ne va jamais la soumettre au vote. Et donc, votons, ça n'arrivera pas au bout. Et on va mettre dans la panade Emmanuel Macron qui aura le choix entre soit un référendum, soit enterrer le projet, ce qui ne sera pas très, très populaire. Le référendum sur une proposition de loi venant de la France insoumise, c'était pour Emmanuel Macron une défaite politique. Là où, entre guillemets, le coup est très bon, et la prise de judo parfaite, c'est qu'en reprenant le texte, en faisant un projet de loi, la victoire ce soir est celle du président de la République, ou en tout cas va lui être attribuée, alors qu'à l'origine, en effet, ce n'est pas une mobilisation au sein de la majorité. C'est une mobilisation transpartisane, et c'est une mobilisation qui a comme cœur la proposition Panot. Donc, ce faisant, on peut évidemment s'indigner du tweet de Jean-Luc Mélenchon. On peut également comprendre la colère dès le moment où vous avez une captation un petit peu de ce projet politique. Anne-Charlène ? Oui, il y a quand même un point sur lequel moi je me questionne ce soir, on va le voir dans les jours qui viendront, c'est on a cette tradition d'avoir des présidents de la République qui aiment avoir leur réforme constitutionnelle. C'est un moment où ils apposent un peu leur nom dans l'histoire, etc. Je ne suis pas sûre que cette réforme constitutionnelle-là
soit à mettre au crédit d'Emmanuel Macron. Je crois que les Français ne sont pas dupes du fait que ça n'est pas son combat personnel. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Mélanie, je vous interromps, mais Mélanie Vogel parlait de victoire collective dans son discours, alors que quand on a dit la loi Veil, là, il n'y aura sans doute pas un nom qui sortira plus qu'un autre. D'où l'idée peut-être que cette cérémonie de vendredi soit un peu récupérée par lui au niveau de sa communication, on le voit. Mais encore une fois, je ne crois vraiment pas que ça soit la victoire de la Macronie ce soir, en tout cas dans cette conférence. Encore un mot là-dessus, Mathieu. Ce qui frappera, c'est l'unanimité, c'est pas la paternité ou la maternité pour le coup de la loi. Notez bien que, y compris pour la loi Veil, on parle de Simone Veil. On a beaucoup oublié que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était le moteur dans cette affaire, et que Chirac avait aussi appuyé d'ailleurs. Mais vous voyez, cette difficulté, et là je souscris complètement à ce qui vient d'être dit, ça ne sera pas une loi Macron, ça sera quelque chose de collectif, et peut-être même quelque chose qui... On voit bien que la médiatisation, elle porte beaucoup vers notamment Europe Écologie Les Verts et le camp de la gauche. Alors, dans la pratique, les obstacles perdurent en France. Les femmes ont parfois des difficultés d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, comme le rappelait aujourd'hui Julia Ferrua du collectif Avortement Europe. C'était à l'occasion d'une conférence de presse du planning familial. On l'écoute. Donc on se félicite de toutes ces victoires et puis on n'oublie pas qu'il faut rester vigilante parce que ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que sur le terrain, en fait, les moyens ne sont pas là. Il y a toujours des fermetures de centres d'IVG qui continuent. Il y a toujours 5000 femmes qui vont avorter hors de France par an. Et j'accueille Yann Effelé sur ce plateau. Bonsoir, Yann. Effectivement, ce droit, on le sait, il existe depuis près d'un demi-siècle, mais c'est parfois compliqué d'interrompre une grossesse dans notre pays. Oui, c'est ce qu'a constaté un rapport parlementaire spécifiquement sur ce sujet. Pour bien comprendre ces enseignements, il faut avoir quelques données en tête et je vous propose de les revoir ensemble. Le nombre d'IVG en France est assez stable depuis une vingtaine d'années. 234 000 en 2022. Près de 2/3 sont réalisés en hôpital. 37% par des médecins libéraux, des généralistes, des gynécologues et des sages-femmes. Selon le rapport, en ville, seulement 2,9% des généralistes et des gynécologues et 3,5% des sages-femmes ont pratiqué des IVG, des chiffres extrêmement bas donc. Pourquoi ? Eh bien, selon le rapport, à cause du désintérêt à l'égard d'un acte médical peu valorisé et considéré comme peu valorisant, la charge du maintien effectif de ce droit repose essentiellement, selon le rapport, sur une poignée de praticiens militants. Et puis, comme pour d'autres soins, voire beaucoup d'autres soins, tous les Français ne sont pas égaux en fonction du lieu où ils résident. Oui, regardez la carte qui va apparaître sur le délai d'accès à l'IVG. En moyenne, c'est 7 jours, mais avec, vous le voyez, de fortes disparités régionales. De 3 jours pour les régions en clair, jusqu'à 11 jours pour les régions les plus foncées. Et je rappelle que le délai légal pour un avortement, c'est 14 semaines de grossesse. Selon le rapport, les femmes qui habitent en zone rurale sont les premières touchées par le déficit de praticiens, mais ça ne va pas mieux en fait pour les femmes urbaines. En zone urbaine, là, le problème, c'est l'insuffisance des capacités d'accueil, ce qui fait que 17% des femmes ont dû changer de département pour avorter. Vous le voyez sur la carte. Plus le département est foncé, plus la part de femmes qui ont dû changer de département est importante. Le record est détenu par l'Ain, avec 48% de femmes qui ont dû changer de département. Le parcours pour obtenir une IVG est aussi en cause parce qu'il faut plusieurs rendez-vous pour les femmes qui n'ont pas d'établissement à proximité, pas de voiture, pas de moyen de faire garder leurs enfants, pas moyen de s'absenter du travail. Eh bien, la tentation est forte de repousser l'IVG, quitte à se trouver rapidement hors du délai pour le faire. Et puis pour conclure, Yann, il y a la question de la clause de conscience. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui refusent de pratiquer l'IVG ? Bien sûr, ce point, il n'y a pas de chiffre. Dans la loi Veil, il est prévu qu'aucun médecin n'est obligé de pratiquer une IVG, mais il doit en revanche impérativement indiquer un praticien qui, lui, le fera. Les associations féministes sont pour la suppression de cette clause de conscience. De nombreux médecins sont contre. Le gouvernement s'est clairement exprimé à ce sujet. Il est contre toute abrogation. Merci beaucoup, Yann Effelé, pour toutes ces informations. La clause de conscience. Je voudrais qu'on se projette un peu sur ce que finalement, cette révision constitutionnelle pourrait provoquer. Vous nous disiez tout à l'heure, Benjamin Morel, il va falloir attendre. Je vous redonne la parole dans un instant, mais je commence avec vous, Anne-Charline Bizina. Quand il y a aussi des médecins qui craignent qu'il y ait un droit opposable, qu'on puisse les attaquer en justice s'ils refusent de pratiquer l'IVG. Comment vous analysez ça ? Alors moi, j'ai le sentiment qu'on
se trompe sur la portée de la constitutionnalisation en faisant tout d'un coup de l'IVG un droit constitutionnel absolu. Il n'existe pas en démocratie, il faut le rappeler. Et on me parle souvent de recours qui pourraient exister pour l'effectivité de ce droit. Mais ce droit a été plutôt déjà consacré par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence, et tous les droits constitutionnels méritent d'être effectifs. Pour autant, tout est affaire de conciliation. Est-ce qu'on a le sentiment que le droit de grève est un droit absolu? Est-ce qu'il est effectif? Et est-ce qu'on pourrait tout d'un coup aller en justice pour avoir plus de droits de grève, plus de droits au travail, plus de droits? La Constitution américaine nous parle du droit au bonheur. C'est vous dire comme il est relatif suivant chacun. Donc, je crois que c'est un faux débat. Je crois que... alors, ça dépend de quel recours on parle. Est-ce qu'il y aura des recours constitutionnels sur ces questions pour vérifier la portée de ce droit? Moi, je ne crois pas que sur le terrain, au niveau ordinal, on ira poursuivre des médecins pour ça. Tout est affaire de proportionnalité et les juges sont déjà assez rompus à cet exercice. Donc, à mon sens, il ne faut pas oublier que la Constitution garde le principe général et que le régime juridique, c'est celui de l'équilibre de la loi Veil qui n'a pas beaucoup été modifié depuis 60 ans. Parce que j'ai beaucoup entendu là depuis une dizaine de jours, finalement, ça ne changera pas grand-chose au quotidien des Françaises. Benjamin Morel, c'est peut-être trop tôt pour le dire? C'est trop tôt pour le dire en réalité, parce qu'on est constitutionnaliste, on n'est pas devin. Et on ne sait pas ce que fera le constitutionnel d'ici 10 ans. Et donc, ce faisant, on peut avoir une jurisprudence très constructive en matière d'interruption volontaire de grossesse. On peut également avoir une quasi-neutralisation de cette révision qui, en effet, à ce moment-là, ne serait plus que symbolique, même si le symbole est important. En effet, dans la Constitution, dans le préambule de 46, vous avez un droit au travail. Il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas reconstitué des ateliers nationaux comme sous la Deuxième République pour faire que, si jamais je n'ai pas de travail, l'État m'en doit un. Ça, c'est mal terminé. On pourrait imaginer toutes sortes d'interprétations. Pour l'instant, tout est extrêmement incertain. Ce qui est certain, c'est que l'effectivité des droits, ça ne passe pas que par une énonciation de droits abstraits. Regardez la Troisième République. Il n'y a pas de déclaration de droit sous la Troisième République. Mais il y a un principe fondamental qui structure toute la Troisième République, c'est la promesse républicaine de service public. Où que je sois sur le territoire, je dois pouvoir avoir accès au service public. C'est quelque chose qui se construit qu'aujourd'hui on a totalement oublié. Or, si jamais je veux avoir accès à l'IVG, il faut qu'en effet un service public soit présent pour pouvoir me donner cet accès. Donc, si jamais il y a une prochaine bataille à mener d'un point de vue constitutionnel, c'est peut-être celle de l'accès au service public et de la constitutionnalisation des services publics. Ils n'y sont pas. Alors, il y a une autre déclaration forte. D'ailleurs, c'est le Premier ministre qui a ouvert les débats du Congrès. Je voulais vraiment qu'on réécoute un extrait de sa prise de parole. Il parlait de dette morale. Écoutons Gabriel Attal. Nous avons une dette morale envers toutes ces femmes qui ont souffert dans leur chair comme dans leur esprit, parfois jusqu'à y perdre la vie. Oui, ces femmes mortes pour avoir voulu être libres nous hantent. Oui, les aiguilles des faiseuses d'anges nous hantent. Oui, ces échappées clandestines pour avorter à l'étranger, la peur au ventre, nous hantent. Oui, nous sommes hantés par la souffrance et par la mémoire de tant et tant de femmes qui, des décennies durant, ont souffert de ne pas pouvoir être libres, allant jusqu'à parfois payer du prix de leur vie l'injustice que le législateur, exclusivement masculin, voulait maintenir sur elle. Voilà pour cet extrait du discours du Premier ministre. Et puis juste après l'annonce officielle du vote par Yaël Braun-Pivet, cette réaction officielle du président de la République sur Twitter, enfin sur X, fierté française, message universel. Voilà ce qu'a écrit Emmanuel Macron, qui, vous le voyez, donne rendez-vous aux Français le 8 mars au ministère de la Justice. Alors, ça va nous permettre, Jean Garrigue, de rappeler pourquoi Éric Dupond-Moretti est garde des Sceaux. Expliquez-nous ce qui va se passer vendredi. Vendredi, on va sceller. On va sceller, voilà, on a une presse... Je voyais pour vous le... bien sûr, on va sceller. Ma question était comme se fait la tradition. Mais non, garde des Sceaux, il est là pour... Enfin, c'est en l'occurrence en présence du président de la République. On va sceller ce texte pour lui donner cette portée, justement, universelle. Alors, on voit la presse, d'ailleurs, qui était, pardon, je vous interromps, qui était à Versailles cet après-midi. Mais je voulais rebondir justement sur ce qui vient d'être dit, parce que effectivement, si vous discutez avec les féministes et des femmes des associations qui ont beaucoup combattu, elles vous disent que cette constitutionnalisation ne va pas forcément changer grand-chose. Ce qui compte, c'est les déserts médicaux, c'est la pédagogie de la contraception, c'est essayer aussi de faire changer les mentalités, notamment du côté des praticiens, parce que vous avez vu ce chiffre de 2,9% des médecins et des gynécologues qui pratiquent l'IVG. Ce qui veut dire que l'IVG, c'est fait par des praticiens militants, et qu'il y a là un combat de très longue haleine, un combat, je veux dire, psychologique,
pour convaincre que finalement c'est une pratique positive qui va empêcher la souffrance des femmes. Et c'était bien de la part de Gabriel Attal ou des autres de rappeler aussi qu'on s'inscrivait dans un combat de très longue haleine. Que les féministes, ça fait un siècle qu'elles demandent ça. Madeleine Pelletier, c'est 1911. Et c'est un combat qui s'est fait au prix de beaucoup de souffrances. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes générations qui vont voir quelques images de ce congrès auront du mal à percevoir. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Et je termine en disant que, pour ce qui est de la dimension universelle de ce scellement auquel on va assister, vous avez, sous la houlette de l'ONU, en 2020, un comité qui s'est réuni, j'ai plus le nom exact, mais un comité international, j'allais dire, pour la sauvegarde de la vie. Et dans ce comité, vous aviez des représentants des États-Unis, de la Pologne, de la Hongrie, de l'Ouganda, je crois, de l'Égypte et de quelques pays islamistes, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et qui ont signé, qui ont fait un rapport dans lequel il était dit que, tant que faire se peut, il fallait éviter justement l'interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, le combat est loin d'être gagné. Je veux dire, et pas simplement dans les pays auxquels on pense tout de suite, la Hongrie, la Pologne, l'Italie. C'est un combat qui est à mener à l'échelle internationale. Et là, la France, elle donne un signal positif. D'ailleurs, Mathieu, je vous donne la parole, mais pendant que vous parlez, on va voir les images du Trocadéro. C'était en cette fin d'après-midi, beaucoup de militants d'associations réunis, et puis la Tour Eiffel avec le message affiché, pardon, mon corps, mon choix, si je me souviens bien. Mathieu, vous vouliez prendre la parole. Je voulais ajouter à ce que disait Jean Garrigue que c'est aussi un combat laïque, d'une certaine façon, puisque, faut pas se voiler la face, qui est contre l'avortement? Toutes les religions. Donc, c'est les premières qui veulent exercer le contrôle sur la procréation, sur les relations sexuelles entre individus et sur le corps des femmes, ce sont les religions qui sont toutes, qu'on le voit dans l'ultra-droite conservatrice aux États-Unis ou qu'on le voit dans des pays musulmans avec des islamistes au pouvoir. C'est évidemment donc un formidable message adressé de la France, pays laïque aussi, au nom de ces valeurs-là, même si elles ne sont pas revendiquées. D'ailleurs, le Vatican, mais qui est dans son rôle, d'une certaine façon, appelé à prier ce soir. Je reviens quand même à cette cérémonie du 8 mars pour terminer. Cérémonie de scellement, c'est le terme employé. Anne Bizina, effectivement, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. On peut dire qu'Emmanuel Macron a le sens du timing. Puisque si on est là dans un message à envoyer en dehors de nos frontières. Et d'ailleurs, on va dire que toutes nos révisions constitutionnelles n'amènent pas à ce qu'on scelle la loi constitutionnelle qui vient modifier la Constitution. On l'a fait justement pour la dernière loi constitutionnelle relative à l'abolition de la peine de mort en présence de Robert Badinter. Mais ici, on imagine peut-être que le fils de Simone Veil sera présent comme il l'a été aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est une forte valeur de symbole que de vouloir avoir ce scellement. Choisir la date du 8 mars, c'est en effet un très bon sens des horloges. C'est le terme qu'aime beaucoup Emmanuel Macron. Et oui, pionnière, la France, lorsqu'elle inscrit ça dans la Constitution, elle doit l'être aussi au niveau européen. Emmanuel Macron avait dit qu'il porterait en son nom le projet d'inscrire cela dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parce qu'il faut savoir que sur les 27, a priori, le droit à l'IVG, même s'il est resserré malheureusement dans son périmètre dans beaucoup d'États, est quand même assez répandu sur le territoire. Donc il pourrait y avoir en tout cas un consensus, au moins une majorité, pour inscrire ça. C'est dire que le combat en faveur de la hiérarchie de nos normes, un petit peu encore au-dessus, donc au niveau international, n'est pas terminé. D'ailleurs, Mathilde Panot, dont on a beaucoup parlé dans ce débat, a annoncé le dépôt d'un texte pour enjoindre au gouvernement de faire inscrire ce droit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Petite question pour conclure, Benjamin Morel. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas être à Versailles en présence des deux chambres. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen quand même qu'il soit là avec une interruption de séance? Enfin, est-ce qu'il aurait pu être là? Une simple interruption de séance, non, mais on aurait pu imaginer une première convocation du Congrès pour écouter le président de la République et puis une deuxième pour réviser la Constitution. Ça aurait été baroque.
très baroque. Mais a priori, rien ne l'interdisait. Là, on est déjà dans une forme, on l'a dit, de récupération de l'événement avec le saut vendredi. Donc ça se serait vu peut-être de manière un peu trop insistante, d'où le fait qu'il ne l'a pas fait. En réalité, il y a quand même des raisons objectives de penser qu'un congrès, s'il veut être serein et ne pas se fonder sur une pure discipline majoritaire, ne doit pas accueillir en son sein un président de la République. Je parle là encore sous le contrôle de Jean Garrigue. Ça date du début de la Troisième République parce que les qualités oratoires d'un Adolphe Thiers, à l'époque, emportaient la conviction des parlementaires. Donc laissons ça entre guillemets. Les parlementaires étaient très très bons aujourd'hui. Ils n'avaient pas besoin d'un Emmanuel Macron. Eh ben, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Je vais rappeler les titres de vos livres, Jean Garrigue. Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. C'est aux éditions Payot, et Benjamin Morel, La France en miettes, aux éditions du Cerf. À très bientôt sur ce plateau et sur Public Sénat.